En 1600, l'Angleterre s'accorda le monopole du commerce avec l'Inde en créant la Compagnie des Indes orientales. Elle exerça son pouvoir dans le pays pendant plus de 2 siècles et demi. La Compagnie des Indes orientales commença sans terre, puis petit à petit, elle installa un entrepôt. L'entrepôt devint une province et la province se transforma en empire. De 1763 à 1856, il y eut plus de 40 rébellions à l'encontre des Anglais. Mais à l'échelle du pays, ces événements passèrent inaperçus. En 1857, au Fort Rouge de Delhi, un vieil homme de 82 ans, Bahadur Shah Zafar, ne détenait plus que le titre d'empereur, car désormais, son territoire se limitait de Palam à la Yamuna. Non loin de là, dans le cantonnement anglais de Meerut, une rumeur laissait entendre que le nouveau type de balle distribué aux troupes, où servaient de nombreux musulmans, était lubrifié avec de la graisse de porc. À 450 km de là, à Jhansi, la veuve du Maharaja Gangadhar Rao présentait son vif mécontentement au gouverneur général anglais, qui refusait de reconnaître son fils adoptif comme l'héritier du trône. En 3 jours, entre le 9 et le 11 mai 1857, des événements sanglants changèrent la destinée d'un vieil empereur mongol, d'un jeune soldat de Meerut et de la veuve Rani Lakshmi Bey. Les premiers troubles éclatèrent à Meerut, dans le nord de l'Inde, le 29 mars de cette même année, avec l'exécution de Mangal Pandey, qui fut le premier à se révolter contre l'emploi de ce nouveau type de balle. Le 9 mai, les soldats de Meerut se révoltèrent contre le commandement anglais et décidèrent de rejoindre Delhi. Les soldats atteignirent très vite les remparts du Red Fort et demandèrent au vieil empereur de prendre les commandes de la rébellion. De son côté, Rani Lakshmi Bey menait son propre combat contre les Anglais. À sa mort, elle devient un symbole de courage pour des millions de femmes indiennes. Mais l'euphorie fut de courte durée et la mutinerie s'acheva. Les Anglais l'appelèrent la révolte des soldats, tandis que les Indiens la qualifièrent de première guerre d'indépendance. C'était la première fois qu'un aussi grand nombre de gens, de différentes parties du pays, de différentes régions, résistaient aux autorités britanniques. Ils ont essayé d'abattre l'autorité britannique d'une manière très forte et très consistante à tout point de vue. En 1858, l'Inde devint une colonie anglaise et la reine Victoria
fut couronnée impératrice des Indes. Mais la rébellion de 1857 avait déjà préparé le pays à une forme d'indépendance. Les gens ont compris l'importance de l'autorité étrangère, le caractère destructif de cette autorité étrangère. Ironiquement, un Anglais fut à l'origine de l'extension du mouvement. En effet, en décembre 1885, M. Hume rassembla l'ensemble des dirigeants indiens pour former le Congrès national qu'il installa à Bombay. M. Banerjee en assurant la présidence et 72 délégués de tout le pays participèrent à cette séance. Or, le parti se mit très vite à revendiquer une véritable indépendance. Dès la fin du XIXe siècle, le nationalisme culturel se développa grâce aux travaux des poètes et écrivains tels que Rabindranath Tagore, ce poète bengali qui reçut le prix de Nobel de littérature quelques années plus tard. Le nationalisme revenait comme un leitmotiv dans les peintures de Raja Ravi Verma, qui utilisa les dieux et les icônes hindous comme symbole national. Une certaine forme de réforme sociale transparaissait avec la naissance d'Arya Samaj et la philosophie prêchée par Swami Vivekananda. Des événements historiques peuvent être engendrés sous l'influence de simples dirigeants. En 1905, Lord Curzon décida de diviser le Bengale dans le but d'administrer correctement cette région. Selon les critiques, il s'agissait de diviser pour mieux régner. Mais la réponse des Indiens fut immédiate. La partition du Bengale eut de graves conséquences pour les Anglais. En guise de protestation, les Indiens décidèrent de boycotter tous les vêtements et les produits provenant de l'étranger. Par là même, ils désiraient manifester leur ressentiment vis-à-vis de l'occupant anglais. Le but principal était de diviser le Bengale entre hindous et musulmans, plutôt que de diviser ces communautés sur des questions de langue ou d'autorité administrative. Donc, c'était un exemple de la politique du diviser pour régner. Le mouvement nationaliste naissant était soutenu par le dirigeant Bal Gangadhar Tilak. Il utilisa le symbole du dieu éléphant Ganesh pour manifester sa fierté d'appartenir à l'Inde. Il écrivait des papiers dans différents journaux pour propager des messages anticolonialistes. Les Anglais décidèrent de l'exiler à Mandalay, mais ceci ne le découragea pas. À la séance du Congrès de 1916, il déclara « La liberté est un droit que j'ai acquis en naissant, et je la garderai, quoi qu'il arrive. » Le XIXe siècle et le début du XXe ont été le témoin de nombreuses rébellions. Mais sans leader, elles restèrent isolées. Les gens avaient besoin d'un dirigeant pour leur montrer la marche à suivre et la direction à prendre. Gandhi mit toute son énergie au service du combat pour l'indépendance. Il connaissait bien les problèmes de son pays. Pour lui, la liberté devait être liée à la démocratie, à l'émancipation de la femme et à l'abolissement du système de caste. Gandhi a essayé de comprendre l'Inde telle qu'en elle-même. Nous voyons les premiers efforts de Gandhi pendant la toute première phase du mouvement pour prendre conscience des problèmes du pays et alors lentement, très lentement, lier ces problèmes au programme qu'il allait mettre en œuvre par la suite. C'est pourquoi il s'est impliqué dans les problèmes des travailleurs, les problèmes des paysans, les problèmes des femmes, les problèmes des intouchables. En fait, il s'est investi, et ceci dès le début, je le répète,
aux côtés de tous les marginalisés de la société et des opprimés de la société indienne. C'est ce qui lui donnait une grande crédibilité et de nombreux partisans se rallièrent à sa cause. La réussite essentielle de son action fut le ralliement des paysans et des villageois à la lutte pour l'indépendance qui jusque-là n'intéressait que les classes moyennes. Plus encore, il croyait au sécularisme, à la non-violence et respectait toute forme de religion. Grâce à ces messages, Gandhi devint le dirigeant moral du Congrès et grâce à lui, le Congrès devint le parti de la masse. Gandhi a réellement transformé le mouvement national en un mouvement de masse. Et il a utilisé différentes méthodes pour cela, pour que les gens viennent adhérer au mouvement, pour que les gens y viennent. Donc, on peut dire que l'arrivée de Gandhi fit date, très certainement, dans l'histoire du mouvement nationaliste, parce qu'elle a progressivement transformé le mouvement anticolonial en un très puissant mouvement de masse. Inévitablement, de nombreux dirigeants se rallièrent à la cause de Gandhi. Parmi eux se trouvaient Jawaharlal Nehru, Sardar Vallabhbhai Patel, Maulana Abdul Kalam Azad. Tous travaillaient sous la direction de cet ascète qui avait fait de la non-violence sa doctrine. C'était une noble et persuasive manière de procéder, mais aucune philosophie anglaise n'était capable de la comprendre. Après le massacre d'Arimsar en 1919, Gandhi adopta une politique de résistance passive face aux Anglais. Gandhi prit la tête de plusieurs mouvements et organisa à plusieurs reprises le boycott du textile anglais. Il adopta le rouet comme symbole d'indépendance. Pour le Mahatma Gandhi, le symbole du rouet représentait toutes les aspirations et les besoins de la grande majorité des Indiens. Le 12 mars 1930, le Mahatma Gandhi quitta son ashram de Sabarnati à la tête de milliers de partisans, une distance de 385 km pour atteindre la ville de Dandi. Gandhi était résolu à gagner l'indépendance avec l'aide des paysans. Seulement 10 jours auparavant, les Anglais avaient imposé une taxe sur le sel. Celle-ci galvanisa la population qui se mit en route aux côtés de Gandhi. La procession traversa les villages et les femmes sortirent de chez elles pour soutenir le cortège. Cette contestation contre l'envahisseur anglais consolida de nouveau le sentiment national. Finalement, Gandhi atteignit Dandi le 6 avril 1930. Lorsqu'il atteignit la côte du Gujarat, il ramassa une poignée de sel comme seul signe de protestation envers l'Empire. Ce geste symbolisa le refus de la population d'être sous l'autorité britannique. Une nouvelle méthode de protestation qui donnait une dimension morale à la philosophie de Gandhi. La non-violence et la non-coopération seraient les seules armes de protestation.
Il a dit « Je suis né en Inde, c'est pourquoi je me bats pour l'indépendance de l'Inde. Si j'étais né ailleurs, je me battrais pour quelque chose d'autre. Et mon objectif principal est d'aider l'humanité à se libérer de l'oppression et de l'injustice. » Mais les Anglais répondirent par une répression impitoyable, en tirant sur la foule désarmée d'hommes et de femmes. 90 000 opposants, y compris Gandhi et les membres du Congrès, furent emprisonnés. Le Congrès fut déclaré illégal. Les années suivantes, les Anglais changèrent de stratégie. Après maintes discussions, le gouvernement décida de mêler les Indiens à la politique à partir de 1935. Les Anglais décidèrent d'impliquer une partie du pays aux assemblées provinciales. Seuls 14% de la population fut autorisée à voter. Ces élections pour l'Assemblée législative engendrèrent un sentiment séparatiste de la part de la population. La Ligue musulmane, qui avait à sa tête l'avocat de Bombay, Mohammed Ali Jinnah, propagea la théorie que les hindous et les musulmans étaient deux nations et qu'ils ne pourraient jamais vivre ensemble. Gandhi et le Congrès s'opposèrent de façon véhémente à cette idée. Le sécularisme, vous l'utilisez comme un mot, comme un concept, à l'évidence un concept moderne. Mais cette société a fondamentalement reposé sur ce type de consensus, sur ce type de réglage, sur des ajustements mutuels. Le sécularisme était une idée qui fut imposée par en haut. Mais cela fut possible parce que les gens étaient sensibles au fait que cette société repose et fonctionne sur des réseaux intercommunautaires. Entre 1937 et 1939, les dirigeants du Congrès rencontrèrent le porte-parole des musulmans, Jinnah, pour essayer de le persuader, mais celui-ci demeura inflexible. En 1940, la Ligue musulmane fit part de sa volonté de créer un autre État musulman et indépendant, le Pakistan. Mais la Seconde Guerre mondiale qui éclata en Europe en 1939 aura une résonance particulière en Inde. Elle porta un coup fatal au colonialisme et au mythe de la supériorité européenne. En 1942, le parti du Congrès adopta la Quit India Resolution, qui demandait aux Britanniques de remettre le pays aux Indiens. Une fois encore, la répression anglaise fut terrible. Les membres du Congrès, y compris Gandhi, furent remis en prison pour une durée de 3 ans. Mais dans la rue, le combat continuait. Dans le cœur des Indiens, la lutte pour la liberté était maintenant dominée par le besoin de se regrouper. Malgré une mosaïque de 7 religions différentes et les 18 langues officielles, un sentiment d'unité liait le pays tout entier. L'histoire de l'Inde se composait d'héros et d'héroïnes prêts à tout pour atteindre leur liberté. Même si Nehru, Patel et Azad étaient d'accord avec la politique de non-coopération et de non-violence de Gandhi, celle-ci ne faisait pas l'unanimité. Le 15 janvier 1941, un homme habillé comme un prêtre musulman quitta la rue Elgin de Calcutta en direction du Bihar. Là, il prit un train pour Delhi. 10 jours plus tard, un Pathan au nom de Ziauddin voyagea de Peshawar à Kaboul en camion. Quelques jours plus tard, un Italien très bien vêtu traversa Kaboul pour Berlin via Moscou. Un homme aux 3 visages, cet homme s'appelait Subhash
Chandra Bose. Il établit l'armée nationale indienne à Singapour le 5 juillet 1943 et devint le commandant suprême de l'INA avec un slogan « Donnez-moi votre sang et je vous donnerai ma liberté ». Ce slogan fut porté jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale à travers le pays. En juin 1947, par un projet de loi en faveur de l'indépendance de l'Inde, le Parti travailliste d'Angleterre accepta de renoncer à son autorité en faveur de l'Inde et du Pakistan. Mais à cause des rébellions intercommunautaires, les dirigeants acceptèrent sans enthousiasme la partition de l'Inde. Mais jusqu'au bout, Gandhi restera en désaccord avec ce nouvel ordre. L'indépendance de l'Inde est née le 14 août 1947 à minuit. Peu après, une autre nation apparaissait, appelée le Pakistan. Une autre carte du pays était en train de se dessiner. Malgré cela, les architectes de ce nouveau pays s'engageaient vers le sécularisme et des millions de réfugiés s'agglutinaient aux frontières du Pendjab et du Bengale. Jamais avant, dans l'histoire du Sud asiatique, de l'Inde, si peu de choses avaient divisé tant de monde, et de mon point de vue, aussi inutilement. Donc, en ce sens, vous savez, la partition a été une expérience traumatique et a constitué un recul considérable quant au principe du mouvement national indien, si vous préférez. Mais ayant dit cela, je pense que l'Inde qui a émergé de ce traumatisme est beaucoup plus forte, parce que la portée de la décision prise par l'Assemblée constituante de déclarer l'Inde comme une république démocratique séculaire est quelque chose sur lequel on doit insister, qui doit être souligné. Pendant ce temps, le destin des États princiers du sous-continent n'avait toujours pas trouvé d'issue à leur contentieux. La Chambre des princes se réunissa à Delhi sous l'ordonnance du 8 février 1921 pour délibérer sur le destin des États princiers. 2/5 du pays étaient physiquement divisés en 562 États. Or, tous les dirigeants souhaitaient l'avènement de tous les royaumes. L'encrier rouge de Sir Cyril Ratcliffe avait créé 2 pays d'un sous-continent, l'Inde et le Pakistan. Par la suite, les Anglais avaient donné aux États princiers 2 options. L'une était de se proclamer indépendants, l'autre était de se rallier à l'Inde. Dans plusieurs États de l'Inde, il y eut de puissants mouvements contre les princes et pour l'intégration avec l'Inde. Ces mouvements étaient proches du Congrès ou d'autres mouvements tels que par exemple le Parti communiste qui était assez actif en Hyderabad depuis les années 20. Il y avait donc un lien organique qui s'était établi et ce n'était pas facile pour un prince ou un officier britannique de convaincre le peuple de rester en dehors du processus. Quand le Maharaja de Trafalgar, sous l'influence de son conseiller, annonça que son État était décidé à rester indépendant, une grande inquiétude s'empara de l'Inde. Les dirigeants avaient peur de voir leur pays se fragmenter.
À la séance du Parti du Congrès du 14 juin 1947, les dirigeants étaient en complète opposition. Sardar Patel avait la garde du ministère d'État, pendant que V.P. Menon négociait avec les souverains d'antan. Il commença des négociations personnelles pour chacun des États. Seuls Junagadh, Hyderabad et le Cachemire refusèrent de signer le pacte de rattachement. Ainsi, le 15 août 1947, la frontière géographique de l'Inde fut plus ou moins établie. En septembre 1948, après quelques résistances, le roi d'Hyderabad lui aussi signa. Après la fuite du roi de Junagadh, il y eut un référendum et Junagadh devient une partie de l'Inde. En octobre 1948, le Maharaja du Cachemire n'avait toujours pas fait son choix entre le Pakistan et l'Inde. Une colonne motorisée de 5000 hommes patents traversa la frontière avec l'intention de marcher sur Srinagar et d'annexer le Cachemire. Le Maharaja lança un appel à l'Inde qui accepta à condition qu'un rattachement à l'Inde soit signé. Les gens du Cachemire ont connu des souffrances sans nom dans les derniers 15 mois. Ils se considèrent eux-mêmes comme faisant partie intégrante de ce grand pays. Ils n'oublieront jamais l'Inde et ces jeunes soldats qui ont été à leur côté dans ces moments tellement difficiles. La lutte pour la liberté n'a pas simplement renversé les colonialistes anglais. Il a aussi donné une identité et une vision de ce que l'Inde libre devait être. Un État démocratique avec un droit de vote universel. Ce n'était qu'un aperçu de ce qui sera plus tard l'expression de la Constitution adoptée par le pays le 26 janvier 1950. Nous, citoyens de l'Inde, nous avons solennellement décidé de construire l'Inde en une république démocratique afin d'assurer à tous les citoyens la justice sociale, économique et politique, la liberté de penser et de s'exprimer, la liberté de croyance, de foi et de religion, assurant à l'individu sa dignité et par là même l'unité du pays.